Bonjour à tous et bienvenue à votre émission, c'est votre histoire. Aujourd'hui, nous avons pour invité Madame Jenny Hippocrate, qui est la présidente de l'association l'APIPD et sa chargée de mission Odile Sainte-Rose. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors, sans plus tarder, vous êtes une femme battante, on pourrait même vous identifier comme la cheville ouvrière des enfants et des personnes porteuses de la drépanocytose. Et vous êtes même auteur de plusieurs ouvrages, dont Taylor et Léa et Mon enfant à la drépanocytose et alors. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous un peu? En fait, je préside effectivement cette association pour l'information et la prévention de la drépanocytose, depuis pratiquement 20 ans aujourd'hui, mais ça fait 25 ans que je l'ai rejointe. C'était après la naissance de mon fils Taylor, lui qui est âgé de 25 ans et qui est atteint de la forme la plus grave de la drépanocytose. Donc, je suis une maman comme toutes les autres et quand j'ai appris par téléphone cette annonce diagnostique, je dis bien par téléphone, eh bien, ça a fait qu'un seul tour dans ma tête. C'était pas possible de dire à une maman par téléphone, votre enfant va mourir. Qu'il ne vivra pas jusqu'à l'âge de 5 ans. Et dans ma tête, c'était donner la vie à la mort. Donc, je ne voulais pas que la mort emporte un petit garçon, à l'époque, il avait 9 mois. Donc, je me suis dit qu'il faut partir en guerre contre cette maladie. C'est ce que j'ai fait. Pour rappel, chaque année, depuis 19 ans, vous faites l'arbre de Noël pour les enfants atteints de la drépanocytose, une histoire de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls devant leur maladie. Je suis très contente et très fière de pouvoir faire ça chaque année depuis 19 ans parce qu'en fait, je me rends compte que les enfants, eux aussi, se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il y a des gens qui les aiment, des gens qui les entourent. Et faire venir des policiers en uniforme et évidemment des personnes pour créer une sorte de cohésion sociale, pour créer une proximité, c'est quelque chose d'extraordinaire à travers un arbre de Noël pour des enfants malades. Donc, je suis fière de mon équipe. Je ne dirais pas de moi parce que je n'ai pas trop travaillé sur l'arbre de Noël. C'est plutôt mes chargés de mission qui font tout le travail, mais je suis quand même fière de mon équipe. Pourquoi avez-vous choisi d'être la porte-parole des enfants de la drépanocytose? Je n'ai pas choisi, c'est la drépanocytose qui m'a choisi. Parce qu'en fait, comme je viens de le dire, quand on m'a appris que mon enfant était atteint de la forme la plus grave, c'était un devoir de maman de se dire, bon, on va se battre pour que son enfant reste en vie, c'est ce que j'ai fait. Et puis c'était spontané, c'était quelque chose de, pour moi, de tout naturel, dans la mesure où, quand j'ai commencé à comprendre ce que c'était que la drépanocytose, il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de recherches, les médecins n'étaient pas formés, et jusqu'à maintenant, ils ne sont pas totalement formés, il manquait du personnel soignant. Donc je me suis dit, bon, si on ne fait pas quelque chose maintenant, eh ben, on va rater le coche. Mon enfant va mourir et d'autres enfants vont mourir, donc c'est pas possible. Donc à partir de là, quand j'ai appris que mon Taylor était atteint de cette maladie, je me suis dit, voilà le combat de ma vie. D'accord. Il se trouve que la drépanocytose est une maladie dite maladie des Noirs. Êtes-vous d'accord avec cette appellation ou pas? Je ne suis pas du tout d'accord. J'ai toujours dit, et je l'ai crié haut et fort depuis 25 ans, il y a une drépanocytose blanche et une noire. Effectivement, on a vu les premiers foyers en Afrique subsaharienne. C'est pour ça qu'ils disent que c'est une maladie des Noirs. Mais la drépanocytose, on la retrouve autour du poteau de la Méditerranée, autour des pays du Golfe, en Inde, partout dans le monde. La drépanocytose est non seulement cosmopolite, mais galopante. De par le métissage, le brassage des populations, on ne sait plus qui est qui. Donc tout le monde est concerné. Il faut arrêter de dire que la drépanocytose est une maladie des Noirs. On a racialisé. Et évidemment, quand la haute autorité de santé vous dit c'est pas rentable, on ne fera pas grand-chose, ça les arrange de racialiser une maladie. Hein? Donc non, je ne suis pas d'accord et c'est pour ça que je veux me battre, premièrement pour que cette maladie puisse avoir ses lettres de noblesse comme toutes les autres maladies génétiques répandues parce qu'on est quand même devant la maladie génétique la plus répandue au monde. D'accord. C'est plus de, oui, c'est plus de 300 millions de personnes concernées et plus de 7 à 8 millions de malades dans le monde. Donc non, il faut qu'on arrête de dire que c'est une maladie pas rentable, que la haute autorité de santé en France vous dise qu'on ne fait pas de recherche parce qu'elle n'est pas rentable. Mais on ne peut pas parler de rentabilité devant une maladie. On est tous égaux, on est des êtres humains et c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. D'accord. Qu'est-ce que exactement la drépanocytose? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la drépanocytose. Donc déjà, c'est une maladie génétique. C'est une maladie dans laquelle un enfant ne peut être malade que si les deux parents sont porteurs du gène. Donc il y a un gène normal pour les personnes qui n'ont pas la drépanocytose qui s'appelle A. D'accord. C'est l'hémoglobine normale, donc A. L'hémoglobine anormale, c'est S. Donc deux parents
AS, puisqu'on prend moitié papa, moitié maman. Donc 2 parents AS ont un risque sur 4 à chaque grossesse, je dis bien à chaque grossesse, de mettre de mettre au monde un enfant malade. Et il faut se dire aussi que ce n'est pas l'histoire des femmes, parce que les hommes, ils aiment dire c'est la femme. C'est une maladie génétique, mais qui touche les deux. D'accord? Oui. Et donc, il faut que les hommes arrêtent de prendre la poudre d'escampette en disant « je ne suis pas malade, c'est ma femme qui est porteuse, c'est ma femme qui est malade ». Non, un enfant ne peut être malade que si les 2 parents sont porteurs. En général, on nous dit souvent que c'est une maladie de la consanguinité. Est-ce que c'est vrai? Parce que souvent, il y a des cousins, cousines qui se marient entre eux. Est-ce que ça aussi, c'est porteur de cette maladie? Mais à partir du moment où, comme je viens de dire, c'est 2 parents, effectivement, quand il y a une forte consanguinité, il y a des risques beaucoup plus importants de transmettre la maladie. Et en plus, il y a effectivement cette anomalie de l'hémoglobine, parce que je ne vous l'ai pas dit, c'est l'hémoglobine est en forme de faucille. Un globule normal et rond, et bien, le globule du drépano est en forme de croissant de lune. Donc, il se rigidifie, il s'adhère à la paroi des vaisseaux et il fait ce qu'on appelle un embouteillage. Et donc, voilà, il y a 4 grands symptômes dominants. Quand il y a un embouteillage, il n'y a pas assez d'oxygénation, donc c'est des douleurs atroces. Les enfants demandent le droit de mourir. Alors, pour prendre l'exemple, oui, pour prendre l'exemple de mon fils qui me disait, c'est comme si c'est un marteau-piqueur qui me cassait les os, comme si j'ai un cyclone dans le ventre. Et il me disait, le plus dur, c'est d'attendre que ça cesse. Et puis, il y a un deuxième grand symptôme, les infections. Un petit rhume ne va rien vous faire, mais un petit rhume va tuer un drépanocytaire. D'accord. Surtout à pneumocoque ou à méningocoque. Donc, les infections, premier risque de mortalité. Et puis, troisième grand symptôme, l'anémie. Une personne lambda vit 13-14 grammes d'hémoglobine. Une personne drépano, c'est la moitié. Donc, 5 millions, voire 6 millions de globules rouges. Donc, la moitié d'une personne qui a à peu près 8 à 9 millions de globules rouges. Et puis le 4e grand symptôme, ce qu'on appelle les CVO sévères. Oula. Donc on peut faire des infarctus pulmonaires, des arrêts cardiaques, des AVC, des ulcères variqueux. La drépanocytose touche tout le corps. C'est une saloperie. Vous voyez, c'est une saloperie. Et donc cette maladie, c'est la maladie de la souffrance physique, mais de la souffrance morale. Parce que l'idée de la mort ne laisse pas les malades et ne laisse pas la famille. Donc, la drépanocytose, pour moi, c'est le diable. Je vais qualifier comme ça cette maladie. C'est le diable qui est dans le corps des malades. Parlant de décès, quelle est l'espérance de vie d'un drépanocytaire, par exemple? Bon, à l'époque, on parlait de 12 ans. Bon, déjà, en Afrique, dans certains pays, il y a des enfants qui n'atteignent pas l'âge de 5 ans. Parce qu'on n'a pas l'accès aux soins comme en Europe, dans les pays développés. D'accord? Après, ils ont parlé même en Europe de 12 ans, après de 17 ans, de 25 ans. Et puis après, ils ont parlé de 40 ans parce qu'on a quand même beaucoup de prévention, beaucoup de campagnes de sensibilisation déjà grâce à l'association. Donc, ce qui fait l'espérance de vie a augmenté. Cependant, il faut souligner que chaque malade vit son histoire avec sa maladie. Donc, chaque drépanocytaire est différent, chaque cancéreux est différent, chaque sidérien est différent, chaque leucémique est différent. Eh bien, chaque drépanocytaire est différent. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas de soins, mon Dieu, c'est vraiment des douleurs atroces. Et mon fils m'a dit un jour, il avait 4 ans, 4-5 ans, il m'a dit « Maman, tue-moi ou guéris-moi ». Quand une maman entend ça, ça se passe de commentaires. Oui, c'est très dur. Mais vous, quand on vous a annoncé, est-ce qu'il peut y avoir des ratés? Parce que votre fils, vous dites qu'il a été diagnostiqué à quel âge? 9 mois. 9 mois. Ils se sont trompés, il y a eu errance diagnostique. D'accord. Moi, je le savais, j'avais un pressentiment de maman. Et eux, et pourquoi? Alors, vous allez me poser la question, puisque quand même, l'examen est fiable. Eh bien, c'est parce qu'il a été transfusé, il est mort-né, avec différemment, ce n'était pas la drépanocytose. Il était transfusé à la naissance, donc ça a faussé la nature de ses hémoglobines. Donc, du coup, on me disait qu'il n'était que porteur de la maladie. Et juste, j'ai pris l'avion, je suis partie à Martinique, j'aurais pu le tuer, parce que l'oxygénation, il était déjà en crise. Quand j'ai vu qu'il présentait les premiers symptômes, c'est le syndrome hand-foot, mes pieds-mains. Comment vous savez, en tant que vous n'êtes pas médecin, comment vous savez que l'enfant est atteint de la drépanocytose? Bon, je cherchais à savoir, puisque j'avais des doutes. J'avais un pressentiment de maman. Vous savez, l'amour d'une maman pour son enfant, ça dépasse tout. Et pour moi, c'est mon amour pour mon enfant, c'est mon 3e enfant, qui a fait que j'avais ce pressentiment. Et pourtant, je ne connaissais pas très bien la maladie. Il y en avait dans ma famille, mais je ne savais pas, puisque c'était caché, ça. C'était caché, c'est une maladie de la honte. De la discrimination, donc de la honte. En plus, on parle de maladie des globules rouges, donc du sang. Le sang avec une connotation péjorative, c'est la mort, c'est tabou. Donc voilà, donc c'était caché. Donc moi, je savais, dans mes entrailles, c'est comme si j'accouchais de nouveau. Je savais que mon enfant était malade. Je le savais parce que je sentais cette douleur en moi, mais dans mon utérus.
Ah oui, Oui, quand même. c'était très, très, très fort. C'est un sentiment que je ne peux pas expliquer. Et ils m'ont dit, vous êtes malade, vous avez un syndrome post-traumatique parce que l'accouchement était difficile par césarienne, puis il est né dans le coma, l'enfant n'a rien, mais vous, par contre, vous irez en hôpital psychiatrique si ça continue. Et je leur ai dit, je vous défie, mais mon enfant est malade et on va en entendre parler. Et voilà. C'est très bien. En tout cas, on entend parler souvent de Taylor, c'est ça, hein? Oui, absolument. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé de la contraction de la drépanocytose, mais il y a une question qui me brûle les lèvres. Comment ça se contracte? Parce que c'est par rapport sexuel, transmission sanguine, avec des piqûres ou... C'est une maladie génétique. Oui, vous avez dit génétique, génétique, mais pour les gens qui ne savent pas... Héréditaire, donc. Voilà. C'est héréditaire. Ces deux parents, quand ils sont porteurs du gène, ils ne sont pas malades. Moi, je ne suis pas malade. J'ai beaucoup d'énergie. Je suis porteuse du gène. Et mon mari, un grand costaud, porteur du gène, il ne savait pas non plus qu'il était porteur. Et malheureusement, notre quatrième enfant. Alors, il faut que je vous le dise, on a trois enfants. Notre troisième enfant, pardon. On a 3 enfants, puisque le quatrième, c'est un petit que j'ai adopté. Mon premier, il est AA. Il n'a rien. Il a une hémoglobine tout à fait normale. Ma cadette, elle est porteuse, AS. Et mon troisième, mon Benjamin, est SS. Donc, j'ai les 3 types d'hémoglobine chez moi. Voilà, justement, pour vous emboîter le pas, il se trouve qu'on nous dit souvent que la drépanocytose est atteinte par le premier, le 3e ou le 5e. Et pourquoi ces nombres pairs? Mais non, c'est pas vrai. Je viens de le dire, c'est à chaque grossesse, on a un risque sur 4 de mettre au monde un enfant malade. Comme on a une chance sur 4 de ne pas avoir un enfant porteur et un risque sur 4 d'avoir un enfant porteur. C'est à chaque grossesse. C'est comme à la loterie. Ah oui, quand même. C'est comme à la loterie. Je connais des mamans qui ont 4 enfants, les 4 malades. D'ailleurs, j'avais une dame africaine qui avait rejoint l'association. Elle avait 12 enfants, 12 malades. 12 enfants? Oui. Quand même. D'accord. 12 malades. Est-ce que ça se guérit, cette maladie? Non. Aujourd'hui, la drépanocytose se guérit si on veut, mais si on fait une greffe de moelle osseuse. Mais il faut, dans la fratrie, un donneur avec un code génétique identique. Dans la fratrie, même mère, même père, avec un code génétique identique. Et puis on est à l'heure de la thérapie génique. Ça veut dire quand on n'a pas de donneur dans la fratrie, donc on va créer un greffon en laboratoire. Et c'est ce qu'on est en train de faire en France. Et le premier enfant drépanocytaire est en voie de guérison. On ne peut pas parler de guérison aujourd'hui, il faut attendre 5 ans. Mais pour le moment, il produit des hémoglobines normales. Donc pour le moment, il n'est pas transfusé. Donc ça va. Donc j'espère que la thérapie génique va déboucher à quelque chose de concret parce que ce n'est pas un acte anodin, c'est très difficile. Le taux, que ce soit pour la greffe ou la thérapie génique, le taux de mortalité reste élevé. Donc on ne peut pas faire quelque chose comme ça à tous les malades. D'accord. Mais je mise beaucoup sur les jeunes chercheurs. C'est pour ça que mon association se bat pour trouver des fonds pour justement financer la recherche avec des jeunes chercheurs. Alors parlons d'association. Vous présidez bien l'association, la PIPD. Que les gens entendent par là, l'association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. Et comment êtes-vous arrivé à être la présidente? Je ne sais pas, c'est vous qui l'avez créée? Non. En fait, j'ai pris le train en marche. C'est une dame qui avait à l'époque une petite fille malade qui a créé l'association, mais elle est en sommeil. Et quand on m'a appris justement la maladie de mon enfant, donc du coup, j'ai appelé 2 associations. Et c'est celle-ci qui m'a rappelé. Et moi, j'ai dit, mais vous faites quoi exactement? Ben rien, on est en sommeil, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien et tout. Alors donc tout de suite, j'ai mis mes talents d'écrivaine. Vous avez révolutionné. J'ai mis mes talents d'écrivaine. En 2 mois, j'ai écrit un recueil de poèmes qui s'est vendu à plus de 12 000 exemplaires. Et j'ai donné l'argent à cette association. Ah oui, c'est vrai tous les que bénéfices. Vous êtes aussi auteur de beaucoup d'ouvrages, voilà. dont Taylor et Léa, et mon enfant à la drépanocytose. Et alors, en tout cas, ils sont très bien. Vous, qu'est-ce que vous pensez en tant que chargé de mission de l'association de la drépanocytose, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe sur le terrain? Actuellement, je trouve que c'est une association qui se bat beaucoup pour la lutte contre la drépanocytose. On tente un maximum de faire beaucoup d'informations, de sensibilisation. Et d'ailleurs, la présidente, on la qualifie souvent de potomitan, de femme combattante, une guerrière, parce qu'elle se bat chaque jour contre la drépanocytose. Et on fait un travail énorme au sein de l'association. Donc vraiment, ce qu'on peut dire en tant que bénévole, on apporte tous et toutes un temps gratuit, on ne demande pas de l'argent, c'est vraiment pour la bonne cause. Comme on le dit souvent, on se bat pour la bonne cause. Et vraiment l'objectif, c'est de battre la drépanocytose, donc de trouver guérison à cette pathologie.
Justement, parlant de guérison, je voudrais savoir, est-ce que vous avez un appel à lancer comme ce que font les gens pour Téléthon? Est-ce que vous souhaiterez qu'on fasse comme ça aussi pour la drépanocytose? Parce que les enfants, ils en souffrent tellement que des fois, ça désarme les mamans de ne pas pouvoir, même si elles pouvaient arracher quelque part la peau de leur enfant où se trouve la maladie, elles auraient pu le faire. Alors vous, en tant que présidente de cette association, je pense que vous n'êtes pas que présidente de cette association, vous faites aussi autre chose, que vous présidez d'autres associations, mondialement d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous faire? Quel appel voulez-vous faire? C'est comme partout, hein, l'appel aux dons, c'est normal parce que les gouvernements s'y désintéressent, donc il n'y a pas beaucoup de subventions, il n'y a rien. Donc évidemment, ce sont les sympathisants, ce sont les donateurs, ce sont les adhérents qui donnent un peu d'argent. On lance comme toutes les autres associations qui sont sur le terrain, que ce soit de Drépano ou autre, on leur demande de donner un peu d'argent. 1 euro, on a un slogan qui dit 1 euro plus 1 euro et c'est un Drépano qu'on sauve. Ça ne veut dire pas besoin de donner des sommes faramineuses. Avec un peu si le nombre de personnes qui existent, si chaque personne met 1 centime d'euro, on a un peu d'argent. En sachant que nous, on ne garde pas cet argent pour le fonctionnement de l'association. Parce que l'association vit avec les bénéfices de la vente de mes ouvrages. Donc quand il y a de l'argent, on finance la recherche. On finance la recherche à l'Institut Imagine. On finance la recherche à l'INSERM. Donc ce que je dis là, c'est important de l'entendre parce que ce ne sont pas des petites structures qui vont accepter qu'on parle d'elles et ce n'est pas vrai. D'accord? Donc, on finance cette recherche pour faire avancer les choses. Donc, si les gens ils veulent donner, apipd.fr, c'est simple, www.apipd.fr, ils vont sur le site, ils donnent ce qu'ils peuvent. S'ils n'ont pas d'argent, ils peuvent donner un peu de leur temps. Bien sûr, d'accord? ça aussi. C'est parce que c'est quand même, l'association, c'est quand même 42 antennes dans le monde. C'est pas oui, rien. quand même. Ben oui. C'est 2000 bénévoles sur le terrain partout dans le monde. Donc, on a besoin de bénévoles, on a besoin de soutien, on a besoin de professionnels, peut-être même en dehors de leurs activités respectives, s'ils sont médecins ou psychologues ou infirmiers ou infirmières, pour venir donner un peu de temps à l'association, même c'est 2 heures par semaine. Vous voyez, on a besoin de ça, c'est pas tout de l'argent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un objectif final, c'est vaincre la drépanocytose. Et par tous les moyens, il faut le faire. Ah oui, vous allez y arriver. Bien sûr. Alors, je voudrais savoir à quel moment ici en France la drépanocytose a pu être dépistée, parce que je vois depuis 95. Et il y a des enfants qui en souffraient depuis longtemps. Et est-ce que c'est par économie, pour raison économique que ça ne se faisait pas, ou parce que tout simplement parce que c'est la maladie des Noirs? Il faut savoir que la France, c'est des régions. Aux Antilles françaises, depuis les années 80, on dépiste systématiquement tous les nouveau-nés sur le sol antillais. D'accord? Et ici, c'est à partir de l'an 2000 où on a commencé à faire un dépistage systématique mais ciblé. Ce qui rentre dans une forme de discrimination importante. Donc la France est un pays hors la loi. D'accord? Je suis d'accord. La France est un pays hors la loi. On n'a pas le droit de cibler une maladie de par les origines ethniques de malade ou de porteur. Parce que la maladie. Donc il faut arrêter ces conneries. Hein? La maladie n'a pas de race. Il faut arrêter ça. Donc aujourd'hui, on est dans ce ciblage ethnique, on se bat avec l'association. Je viens d'écrire aux défenseurs des droits, j'ai écrit à tous les parlementaires pour pouvoir proposer une proposition justement d'amendement pour que cette maladie puisse sortir de ce ciblage. Si maintenant, aujourd'hui, avec M. Macron, on reste toujours figé dans cet immobilisme, dans cette espèce de camisole de force où on met les drépanocytaires, on sera obligé de porter plainte contre la France. Bien sûr. Pour discrimination. Parce que pour vous, systématiquement, dans les hôpitaux ou dans les maternités, c'est des personnes de type noir, arabe ou indienne qui sont tout de suite ciblées de dépistage. Ben oui, au faciès. À partir du moment où on voit c'est un arabe ou un portugais au faciès, mais malheureusement, ce n'est pas écrit sur le visage de tout le monde. Et c'est pour ça que je dis que, je prends l'exemple de la Grande-Bretagne où un enfant blanc aux yeux bleus est passé dans les mailles du filet, les parents ont porté plainte, ils ont gagné, donc il n'y a plus de ciblage ethnique en Grande-Bretagne qui est un pays ultra-libéral. Donc il faudrait peut-être que la France prenne exemple sur la Grande-Bretagne. Aux États-Unis, depuis Nixon, il y a déjà ce grand combat, après Martin Luther King et aussi Barack Obama. Donc il n'y a que 4 États qui sont toujours dans ce ciblage ethnique. Donc petit à petit, ça avance. Mais la France, pourquoi je suis très déçue? Parce que c'est le pays dit, le pays des droits de l'homme. La France est une et indivisible, on entend ça tous les jours à la télé, à la radio. Mais qu'en est-il des composantes de la France, donc de toutes ces populations qui la composent? Combien comment je vais dire ça? Combien d'ethnies, combien de peuples
qui font la France. La France est une plateforme de multinationalités confondues, donc on ne devrait pas cibler, puisque nous sommes tous pareils. Il y a une seule race, la race humaine. Donc je suis d'accord avec vous que vous dites la France est hors la loi, parce qu'on ne peut pas cibler. On n'a pas le droit, même si c'était pas qu'il n'y avait pas toute cette multitude de population, on n'a pas le droit, c'est dans la Constitution, et c'est même dans l'article 1er de la Constitution. Ah oui? Ben oui, les hommes naissent libres et égaux. Oui, tout à fait, vous D'accord. avez raison. Donc il faudrait peut-être que ces personnes qui ont soi-disant fait de grandes études retournent soit sous les bancs de l'école ou soit révisent leur... d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Non, mais c'est du n'importe quoi. Ça m'énerve parce que quand on voit qu'on est devant une maladie qui tue nos enfants dans des souffrances extrêmes, dans des crises foudroyantes, qu'on ne peut même pas avancer dans la chambre de l'enfant en crise parce que les vibrations du sol lui donnent mal et qu'on nous parle de rentabilité, on nous parle de race, on nous parle de... Mais attendez, on est au 21e siècle, il faut que ça s'arrête. C'est ça. Je suis tout à fait En tout cas, moi je peux vous affirmer quelque chose, ce combat-là, il se terminera avec moi. Parce que je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas réglé cette histoire-là. Je suis fatiguée, je suis lasse mais pas lassée, je ne serai jamais lassée de ce que je fais. Parce que ces enfants ont le droit de vivre. Je pense que les autorités françaises ont pris connaissance de votre force, de votre dévouement, de tout ce que vous recherchez. C'est sûr qu'il viendra à vous. Et c'est tout le mal que je vous souhaite. Par contre, je voulais savoir, durant votre parcours, vous avez écrit des ouvrages. Avez-vous une profession propre à vous ou c'est que être présidente de l'association? Moi, je suis psychologue en milieu carcéral. C'est ma profession. C'est ce que D'accord. j'ai appris à faire. En fait, je suis partie j'étais assistante sociale, après psychologue, avec une spécialisation en milieu carcéral. Puis je fais plein de choses. Hein. Je suis auteur-compositeur, Ah oui, je quand suis même. écrivaine, oui. Et j'ai publié beaucoup de mémoires de Vous êtes polyvalente. Je suis très polyvalente, je suis artiste, je peins, je fais oui. plein de choses. Vous savez, je fais tout ça par amour pour les autres. Un jour, ça me dit de faire ça, parce que peut-être avec ça, on va faire bouger les choses et c'est ce que je fais. Donc je m'oblige, je pense que je me suis conditionnée à pouvoir faire des choses pour pouvoir aider les autres. D'accord. C'est pas évident, mais c'est vrai. Ah, ça c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Et votre mari, alors, dans votre vie conjugale, avec tout ce que vous faites dans la vie, vous êtes partout et nulle part, vous êtes invité partout, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que ça n'a pas un impact sur votre vie conjugale et tout, non? Non, mais je crois que mon mari, il a très bien compris que mon bonheur, aujourd'hui à moi, venait de fait d'aider les autres. Et donc, du coup, il veut que je sois heureuse. Et c'est lui-même qui me disait, tu n'as pas une mission à l'étranger. Oui, il s'est beaucoup occupé de son fils, mais beaucoup. Moi, j'ai jamais vu un père s'occuper autant de son enfant. Et il me disait, pars, va chercher pendant que je m'occupe du petit. Il me dit, moi, je ne sais pas trop bien m'exprimer en anglais, en espagnol. Toi, tu peux le faire, donc c'est à toi de partir. C'est toi qui connais la maladie. Donc, et je reste avec lui. Et mon mari, il booste les troupes. Hein. Par exemple, pour l'association, quand il y a une grosse manifestation, c'est lui qui nourrit tout le monde. C'est lui. Hein. Il participe, il fait beaucoup de choses. Oui. Il est toujours en action. On pense que... Et toujours souriant. Ouais. C'est bien, Et quand il peut, il se met en avant aussi. Hein. c'est vrai. Oui, toujours. Bah, vous êtes tombé sur quelqu'un de bien, un bon mari. Je suis tombée sur un bon mari et sur une belle famille. Ah oui. Et sur de très très bons frères et sur de très bonnes sœurs. Et ma mère défunte. Ma mère, elle finançait l'association. Chaque année, elle donnait 15 000 euros. Alors on va dire, bon, elle avait de l'argent. Non. Ma mère, elle a bossé pendant toute sa vie et dans ses économies, elle donnait 15 000 euros chaque année à l'association. Et puis mes frères, mes sœurs, c'est une histoire de famille. Tout le monde s'est dit, il faut sauver le soldat Taylor. Et comme, et comme disait la maman, donc Jenny, moi... Non, Taylor qui est votre fils. Qui est mon fils. Et alors donc, par exemple, mon petit frère, Amédée, qui est le parrain de mon fils, il disait, comme Nounou le dit, puisqu'il m'appelle Nounou dans la famille, comme Nounou le dit, il ne faut pas que le nom de Taylor rime avec sort ni avec mort. Il s'appelle Taylor, on va faire rimer ça avec or. Ah oui, Taylor, or. Oui, Ça rime trésor. bien. Trésor. Donc voilà, mais mes frères m'ont donné de l'argent pour partir en Afrique, pour aller étudier la vous êtes allé maladie. même en Afrique? Je suis partie partout, j'ai fait tous les continents africains. J'ai même publié un mémoire de DU sur l'aspect socio-culturel et la symbolique du sang de l'enfant drépanocytaire en provenance d'Afrique. J'étais là, oui, je suis la seule au monde à avoir fait ça. Mais bon, c'est sans prétention aucune, c'est pour un petit peu le dire. Et j'ai été financée par ma famille pour aller dans 17 pays d'Afrique pour pouvoir interviewer et les médecins, et les marabouts, et les tradipraticiens, et les parents, et les ONG. Ah oui.
Et c'était tous les jours dans la bourse ou ailleurs. Alors, on me dit souvent une Antillaise, mais qui est toujours en Afrique. Mais mon Dieu, mais il faut connaître l'origine de l'homme. Ah oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Alors, il faudrait que aussi mes amis africains arrêtent de dire tu es Antillaise, tu ne viens pas ici. Non, 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 je suis une Africaine Antillaise. Non, mais l'Afrique, c'est l'Afrique qui allait s'imposer. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, parlons de votre association. Quels sont vos projets à court, à moyen et à long terme? Bon, à court terme, là, on est sur le terrain. Donc, on fait de la sensibilisation dans les écoles, les facultés, les grandes écoles, les missions locales, les gendarmeries, la police. On est partout sur le terrain pour rencontrer les jeunes en âge de procréer. Pour justement éviter d'avoir un enfant malade si on n'en a pas envie. Et puis, on a nos journées écarlates où tout le monde est habillé en rouge. Ah oui, donc, c'est des journées où tout le monde est habillé en rouge, une commune nous reçoit, le maire est habillé en rouge, les pompiers sont en rouge, etc. Mais là, nous avons notre gala de charité qui arrive aussi. C'est en mois d'avril. C'est un gala avec énormément. On va avoir du people, c'est vrai. Mais nous, ces people, on a besoin pour qu'ils puissent ramener le fric. D'accord. Et puis, on est en train de préparer Drépaction, c'est un scoop que je vous donne. Drépaction, la semaine de sensibilisation. Drépaction. C'est à l'instar du Téléthon. C'est une semaine de sensibilisation avec un grand concert. On le faisait au Zénith. On avait arrêté faute d'argent. Et là, on le reprend au Zénith. Et évidemment, on a un projet important. Il y a le 20 juin dernier, un grand rappeur américain, Prodigy, est décédé de la drépanocytose. D'accord. Justement, je voulais vous poser la question, est-ce qu'il y a des autorités ou il y a des élites qui souffrent de cette maladie? Et qu'est-ce que vous leur demandez? On va voir, je termine juste avec Prodigy, qui était dans le groupe Mobb Deep, c'est bien ça, avec un autre qui s'appelle Avoc, et son binôme. Et nous avons demandé à Avoc de venir rendre hommage à Prodigy sur la scène du Zénith. C'est un gros truc. Avec nous, les Américains, les rappeurs américains qui viennent en France pour parler de drépanocytose. Alors, pour avoir une idée, par exemple, Miles Davis est mort de la drépanocytose. T-Boss de TLC, elle est drépanocytaire. Il y a, comme elle s'appelle, la célèbre mannequin qui est un fils drépanocytaire. Mais oui, voilà. La Sarah Diarra, on a beaucoup parlé de ce footballeur. Bon, il n'est pas, c'est pas vrai, il est porteur, mais quand il monte en altitude, il a les crises. Donc, évidemment, il y a énormément de personnalités qui ont la drépanocytose. Est-ce que vous lancez un appel à ces élites, ces autorités pour aider ces enfants qui ont la même maladie qu'eux? Pouvez-vous venir en aide? Mais bien sûr, on l'a fait bien souvent. On a même demandé aux footballeurs africains ou antillais de venir, justement parce que les enfants, ils rêvent tous de football, et ils n'ont pas la force, ils n'ont pas assez d'oxygénation. Donc on a fait, Thuram nous a suivis dans l'histoire, Piquion nous a suivis, il y en a beaucoup qui nous ont suivis, qui sont venus, qui sont toujours ambassadeurs. Et Gaël, mon fils, le tennisman, ambassadeur, puisqu'il est parrain de mon association. Donc il y en a qui viennent. Mais nous, plus on est nombreux, plus on est fort. Moi, je peux avancer sans les autres. Mais avec les autres, j'irai beaucoup plus loin. C'est ce qu'il faut voir. Donc, aujourd'hui, on a besoin de tout un chacun, de toute cette peuplade de personnalités artistiques, sportives, pour dire, bon, on est avec vous et on va avancer. Parce que nous, si les autres ne peuvent pas faire pour nous, c'est à nous de faire pour nous. C'est sûr. D'accord? Donc, aujourd'hui, ce que je leur demande, c'est d'être avec nous. On s'en fiche de Jenny Hippocrate, on n'a pas besoin de... mais d'être là, qui fait véhiculer l'association, pour pouvoir être en force, pour pouvoir vers cette force, ce remède. Parce qu'être ensemble, c'est déjà un remède. Et il faut savoir une chose, quand on connaît son ennemi, la bataille est à moitié gagnée. C'est ça. Donc, si toutes ces personnes venaient s'y mettre pour dire, on est en force, on est avec vous, eh bien, je pense qu'on va gagner la guerre. Mais je veux quand même dire que Mme Pécresse, la présidente de région Île-de-France, elle a compris le sens du mot combat. Elle est avec nous. C'est elle qui donne des subventions. Et elle a débloqué 2 millions d'euros, dont 1,7 million. 1,3 million pour la thérapie génique et 700 000 pour la drépanocytose. Elle n'était pas obligée. Ce n'est pas le dada de la région. Et il y a un homme à la région qui est un vice-président qui s'appelle Patrick Karam. Et ce monsieur, il est tout bonnement extraordinaire. Alors on dit que Jenny a fait beaucoup de choses. Mais sans Patrick Karam, jamais je n'aurais pu arriver jusqu'à aujourd'hui. Et sans aujourd'hui Valérie Pécresse qui arrive et Babette de Rosière qui arrive derrière, Zane Palsy, la cinéaste, qui sont là, qui me propulsent. En fait, je suis un petit peu, je dirais, la bille, et ils vont donner un coup de dent,
et ça va faire tomber les choses. Mais sans ces personnes, on ne pourrait pas avancer. Donc, il faut vraiment leur dire merci. D'accord. Ils ont entendu votre appel, vos saluts et tout ça. Alors, je voudrais vous demander, pour une personne qui voudrait faire une association comme vous, avoir le dévouement, qui n'a pas le courage et tout, comment elle peut s'y prendre? Si on n'a pas le courage, c'est même pas la peine. C'est sûr. Si mais bon, peut-être que le courage, peine. le mot est Parce pas... que pour gérer une association comme l'APIPD, c'est gérer une grosse entreprise. Donc, il faut tout connaître. Il connaît la loi, il connaît les droits des malades, etc. Mais aussi, il faut gérer les problèmes internes. Ah, c'est sûr. 2000 bénévoles, ça veut dire 2000 petits cancans par jour, hein, des fois. C'est sûr. Donc, il faut gérer tout ça. Il ne faut pas prendre de parti. Il faut gérer tout ça. Et des fois, on se dit, bon, on n'a même pas d'argent pour acheter l'encre. Comment on va faire? Donc, il faut être très réactif. Si on n'a pas le courage, parce que quand on a un enfant malade, on perd courage déjà. Parce que quand l'enfant est malade, on n'a même pas envie de penser à une association. Eh bien, si on n'a pas cette force décuplée pour dire, je vais m'occuper de mon enfant, plus des enfants des autres. Il faut avoir le voilà. Et une association, il n'y a pas d'argent. Il ne faut pas que les gens créent des associations comme ça, disant qu'ils vont avoir des subventions. Il n'y en a pas. Il faut rejoindre une association existante. Pas forcément la PIPD, il y en a d'autres. Ensemble, nous sommes plus forts. Pourquoi on nous a demandé de venir en collectif? C'est parce qu'il fallait créer un collectif pour être plus fort. Non, je ne vais pas conseiller à quelqu'un de créer une association de lutte contre la drépanocytose. Aujourd'hui en France, il y en a déjà assez. Non, pas forcément la drépanocytose. Par exemple, il y a des enfants qui sont autistes, il y a des enfants qui sont trisomie 21 et tout. Non, mais je ne parle pas forcément de la France, en dehors de la France. C'est vrai qu'en France, je parle de la France, de l'Europe, nos aînés ont fait un travail, maintenant il faut suivre. Mais en dehors de la France, mais je veux dire un truc important. Oui, allez-y. Il faut le courage, il faut tout ça, la persévérance, mais il faut être honnête. Pourquoi vous parlez d'honnêteté? Parce que j'ai rencontré des gens pas honnêtes sur ma route. Ah oui? Bien sûr. Des gens qui disent, on veut créer une ONG, mais c'est pour, soi-disant, créer pour aider les malades, mais c'est pas vrai, c'est pour qu'on leur envoie de l'argent, du matériel médical. Vous l'avez vécu, vous? Je l'ai vécu, et mon matériel médical a été revendu sur des marchés. Et les malades n'ont jamais vu ça, les ONG là-bas n'ont pas vraiment bénéficié de ça. Et ça m'est arrivé dans certains pays d'Afrique, pas aux Antilles. Et donc j'étais hyper déçue. Je n'en dirai pas plus. Parce que j'ai fait le tour des hôpitaux, ramassé du matériel médical. Je ne dirais pas quel pays. J'ai ramassé, mais ça m'est arrivé avec 2 pays. Ramasser du matériel médical, faire tout ça. Et puis tout compte fait, on t'appelle pour te dire, mais tu avais tel truc, oui. Ah ben c'est en vente sur le marché. Mon Dieu, ça fait mal. J'ai pleuré. Ah oui. J'ai pleuré pendant des jours et pendant des nuits. Et tout le monde me dit, maintenant, tu laisses tomber l'Afrique. J'ai dit, oui, je laisse tomber l'Afrique. Et un beau jour, je dis, je ne laisserai pas tomber l'Afrique. Ce n'est pas des petits couillons qui vont me faire arrêter. Non, mais vous ne pouvez pas laisser l'Afrique puisque vous êtes originaire de l'Afrique. Non, mais on y pense. Même comme je dis, pareil, je pourrais dire, je laisse tomber la Martinique. C'est sûr. Mais à un certain moment, on se dit, mais non, ce n'est pas des imbéciles, des voleurs qui vont nous faire arrêter. Moi, j'ai reçu des menaces. Hein. Ah oui? Bien sûr. Ah oui? Des menaces de mort. Il faudrait peut-être que... Si, il n'y aura pas assez avec 1 heure d'émission. Parce que j'ai dénoncé ce qui se passait, bien sûr. Je l'ai dit sur plusieurs antennes radio ou télé africaines. Je l'ai dit. C'est pas une blague. Elle m'a chargé de mission, elle peut le dire. D'accord. On me téléphone pour me dire on va te grigrifier ou bien. C'est pas une blague. Ou alors par Internet aussi. Hein, par Internet, oui, j'ai reçu beaucoup de... Il y a eu pas mal de menaces. D'accord. Et vous, dans l'association, comment ça se passe? Parce que Jenny elle a un peu parlé des cancans. Est-ce que ça se passe bien? Ça se déroule bien? Vous voulez dire au sein de l'association? Oui, les bénévoles. Oui. Comme elle a dit, l'association, c'est une entreprise. Il y a différentes personnalités. On est tous différents des uns des autres. Donc, on apprend à travailler ensemble malgré nos différences. Et même s'il y a des histoires, il faut passer outre parce qu'on est là pour une maladie et non pas pour se monter les uns contre les autres. Et elle le dit tout le temps. Et souvent, quand on commence nos premières réunions, qu'est-ce qu'une association? Oui, je commence comme ça. D'accord. Et là, on doit tout savoir. Qu'est-ce que le bénévolat? Et on répond, voilà. Le bénévolat ne veut pas dire bâclage. Ah oui. Donc, on travaille tous ensemble et le but, c'est d'y arriver et Ce qui est extraordinaire, vous savez, c'est quand les uns les autres viennent présenter des excuses. Et ça c'est ma plus grande joie. Ah là, c'est la plus grande réussite. Il y en a qui se fâchent. Et puis, Madame la Présidente, je voudrais présenter par exemple des excuses à Odile. Est-ce que je peux l'appeler? Ben oui, tu l'appelles.
Et tu lui présentes et ça Mais repart. ils sont disciplinés, c'est bien. Vous les avez bien éduqués. Parce que c'est pas, c'est Non, des sont filles à personnes retour. intelligentes. Oui. J'ai choisi mes partenaires. On est tous des professionnels dans nos métiers respectifs. Il n'y a pas d'amateurisme à la PIPD. Pas d'amateurisme. Ça veut dire la psychologue, elle est psychologue, la comptable, elle est comptable, l'expert comptable, expert comptable. Mais oui, on a On se mélange pas les pinceaux. Ah non. Donc, ce sont des gens intelligents, même si, je veux dire, la femme de ménage et les femmes de ménage, elle va nettoyer, mais elle est intelligente parce qu'elle sait qu'elle doit faire le ménage pour que la salle reste propre. Eh bien, ce sont des gens intelligents. Et je suis fière de mon équipe. Franchement, je les adore. Alors, Jenny, je voudrais vous demander aussi, poser une question sur votre mot de fin. Ah, il faut que je dise un mot pour la fin. Oui. Je ne sais pas de quelle fin vous parlez. Ah non. Si c'est, attendez, si c'est la fin F-I-N ou la fin F-A-I-M, parce que j'ai toujours faim de dire des choses. Oui. J'ai faim, hungry, faim, d'accord? De dire des choses pour que les gens comprennent que même si on rigole, on n'est pas devant une petite histoire. C'est ça. Et le mot de la fin F-I-N, j'aime pas trop, dans la mesure où je dis, tant qu'on n'aura pas fini avec la drépanocytose, on va laisser des points de suspension. D'accord. Et qu'est-ce que vous souhaitez pour les enfants? Mais ce que je souhaite un jour, c'est que tous les enfants, tous les malades guérissent, que les gouvernements prennent conscience d'une réalité qui est là sous leurs yeux, que les médecins et les chercheurs puissent dire, on ne va pas faire que peut-être cancer, même si je suis aussi aujourd'hui touchée tout près de moi par le cancer. Ah oui? Oui. Et, Comment ça, vous ne nous avez pas en parlé? Non, j'ai quelqu'un de très proche qui est atteint par le cancer, enfin même deux personnes, une personne très proche de moi. Et pendant que je vous parle là, je vis un calvaire. Mais je n'abandonne pas la drépanocytose sous prétexte qu'il y a un autre malade dans la famille. Non, j'ai mon objectif et je vais peut-être aussi prendre un autre cap. Mais en tout cas, la maladie ne m'a pas ratée et dans ma famille, je ne vais pas la rater non plus. Et vous, Madame Odile Sainte-Rose, je n'écorche pas le nom, je l'ai bien dit? Oui, très bien. D'accord. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'année prochaine pour les enfants qui souffrent de la drépanocytose? Qu'on soit toujours présent pour les accompagner et qu'on puisse continuer à mener toutes les actions pour pouvoir aider les enfants drépanocytaires et surtout préparer la 20e édition qui aura lieu l'année prochaine en décembre 2018. Ah oui, quand même, la 20e édition. De l'arbre de Noël. De l'arbre de En Noël. même temps, les 30 ans de notre association. En même temps. On va fêter 50 ans de quelque chose, mais ce sera quelque chose d'inoubliable pour les malades, les enfants et les parents et les chercheurs et tous les autres parce qu'ils nous suivent. Parce que j'ai oublié de vous dire que nous avons un conseil scientifique balèze, un comité d'éthique. Ah si, on a les plus grands professeurs avec nous. Il faut s'armer de courage et de force alors. Vous Vous qui êtes bénévole et chargé de mission, il faut que vous vous armez parce qu'il y a 2 anniversaires, si je comprends bien. Parce qu'il y a les 30 ans et il y a les 20 ans de l'arbre de Noël. Non, ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans. Mais oui, on est paré, on est prêt pour ça. On est en train de voir avec toute la France en amont. Ça veut dire toutes les antennes qui sont en France, à Bordeaux, à Lyon, pour faire des manifestations. Et ça va commencer dès février. D'accord. Donc tout le monde va être au zénith de tout ça. Non, au zénith de ça, en gloire de ça, pour déjà aussi retourner dans cette salle du zénith. D'accord, pas la salle zénith, Non, mais au zénith de ce qu'on peut faire. Il faut qu'on se comprenne. Pour qu'on puisse au sommet. Au sommet, d'accord. Pour qu'on puisse retourner à la Parce que salle moi, du zénith. j'avais compris autrement. Voilà. Peut-être que les téléspectateurs ont compris aussi autrement. Voilà. C'est bien de bien éclairer pour dire, ça sera le summum, en fait. Le summum. Et là, pour mi-décembre 2018, on va offrir un spectacle inoubliable pour les 20 ans aux enfants. On va leur offrir des cadeaux. Déjà, on offre de beaux cadeaux. C'est quand même, j'ai oublié de vous dire, c'est quand même 500 enfants avec des cadeaux, c'est quand même un budget de 40 000 euros. 500 francs 500 enfants. Ah, 500. Ah, dans l'association, vous avez 500. Non. À l'arbre de Noël, on a 500 enfants. 500 on en a enfants. refusé 1117. Ah oui, quand même. Parce qu'il n'y a pas de place pour tous les boulot, enfants. hein. Oui. Et donc, et dans l'association même, vous avez combien? Quel est le nombre d'enfants? on ne peut pas compter. On ne peut pas compter puisqu'on ne sait pas qui. Il y a beaucoup. Il y a peut-être 3 000 à 4 000, j'en sais rien. De différents hôpitaux de la région parisienne, donc c'est difficile de pouvoir mettre un nombre d'enfants malades. Mais il y en a beaucoup.
Et chaque année, on en refuse malheureusement. Ah oui. Pour l'arbre de Noël. Et pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer, on se rend sur place dans les hôpitaux pour leur remettre leurs cadeaux. Ah oui. À l'hôpital, oui. C'est super. C'est super, vraiment. Et c'est un gros budget, 40 000 euros, sans compter ce qu'on nous donne, 40 000 euros. qu'il faut trouver. Je pense que les téléspectateurs et les autorités vous ont entendu. C'est sûr qu'ils feront quelque chose pour cette maladie, qui est une maladie rare d'ailleurs. Qui est dite maladie rare, mais c'est la maladie génétique la plus répandue au monde. Elle est dite maladie rare en France parce qu'elle touche, bien qu'on on est tombé sur la barre des 2000, hein, ça touchait à peu près 2200, je dirais, un enfant sous 2200, toutes naissances confondues. Mais depuis quelque temps, je vois que les chiffres ont complètement chuté. Là, on est à une naissance sur 1998. Donc, on devrait Est-ce que c'est fait exprès pour oublier cette maladie ou vous Non, pensez c'est que toutes c'est... les maladies où il y a une naissance sur plus de 2000 et dite maladie rare. Okay. Et on reste quand même la maladie génétique la plus répandue. Même si on quelque est... chose. Voilà. Toute naissance, c'est comme la mucoviscidose. Oui. C'est une naissance sur 6000, c'est une maladie rare. D'accord. Comme certaines myopathies, comme la myopathie, je crois, de Duchenne, c'est une maladie rare. Il y a beaucoup qui sont des maladies, parce que ça touche une naissance sur plus de 2000. Oui, mais la drépanocytose, moi, ce que je pense... Non, je parle en France. Ce n'est pas une maladie rare en Afrique. Ah oui, voilà, c'est ce que vous m'avez arraché le mot de la bouche, ce n'est pas rare en Afrique. Mais pourquoi est-ce que ceux qui sont malades de la drépanocytose n'ont pas souvent le palu? Pourtant, je pense qu'ils sont en accointance, non? En fait, la drépanocytose, c'est une mutation des gènes pour se protéger contre le paludisme. C'est une très bonne question, ça. Les gens, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a le paludisme ne va pas mourir de la drépano, mais il a moins de chances de mourir de la drépano qu'une personne qui n'a pas le paludisme. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller attraper le paludisme. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Oui. Voilà. Est-ce que Un gène à muter pour se pour... protéger. Et ça a fait un autre gène défectueux qui est le gène de la drépanocytose. Est-ce qu'il faille avoir le paludisme ou la drépanocytose? Ah, mon S'il y avait Dieu. un choix à faire. On ne choisit pas la maladie, on choisit la guérison. Non, non, mais je suis d'accord avec vous, mais vu le mal que procure la drépanocytose... Je ne vais pas me prononcer sur ça. Parce que chaque malade vit son histoire avec sa pathologie. Et je suis sûre qu'on est devant deux pathologies graves, très très graves. La chance qu'on a, la drépanocytose, je veux parler des gens qui sont atteints du paludisme, c'est une maladie qui se contracte comme ça. Les gouvernements peuvent faire des efforts pour nettoyer les pays, pour empêcher de l'eau stagnante, pour empêcher tout ça, pour qu'il n'y ait pas le paludisme, pour éradiquer le paludisme. Or, la drépano, c'est génétique. Donc, il faut connaître la nature de l'hémoglobine. C'est pas pareil. Je dis qu'on a beaucoup plus de chances d'éradiquer le paludisme que la drépanocytose. D'accord. Merci bien Jenny Hippocrate Fixi et Odile Sainte-Rose. Merci à vous. Merci de nous avoir invités. Merci d'être venu. Et puis, comme je dis, Pasteur l'a dit, vaut mieux prévenir que guérir. Tout à fait, je suis d'accord. Ainsi prend fin votre émission C'est votre histoire. Nous avons eu pour invité Jenny Hippocrate Fixi, qui est la présidente de l'association des drépanocytaires et sa chargée de mission, Odile Sainte-Rose. Je vous remercie d'avoir assisté à cette émission. À bientôt.